Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bienvenue dans le monde de l'infiniment petit. Le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui à la société Nanolike. Ces mini-capteurs, vous les trouvez dans le secteur médical, dans l'aéronautique, le ferroviaire ou encore sur les passeports. Comment ça marche ? Comment émerger dans un secteur de pointe ? Jean-Jacques Bois est le jeune créateur de Nanolike. Il est avec nous sur Radio Présence. Bonjour Jean-Jacques Bois. Bonjour. Avec votre associé Samuel Béard, 54 ans à vous deux, vous avez créé Nanolike il y a 3 ans, c'est-à-dire Jean-Jacques que vous avez créé votre entreprise en sortant de l'école, fraîchement diplômé de l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées à Toulouse. Tout à fait. C'est arrivé un petit peu par hasard finalement, avec mon associé qui est ingénieur INSA tout comme moi. En sortant de l'école, lui a décidé de travailler dans un laboratoire de recherche de pointe qui était hébergé à l'INSA. Et pour ma part, je suis allé faire une formation plus commerciale parce que ce qui m'intéressait, c'était les aspects commerciaux dans l'ingénierie. Et quelques mois après, on a eu l'opportunité de créer une société sur des travaux de recherche du laboratoire de l'INSA. Et finalement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Et on a creusé l'idée, on a fait une petite étude de marché, on a essayé de trouver 4 sous, et puis de fil en aiguille, on en arrive aujourd'hui à une société qui a maintenant bientôt 3 ans. C'est un projet donc, que vous aviez en tête, vous êtes un créateur né, on peut dire ? Oui et non, on va dire. J'avais déjà fait des choses qui s'apparentaient à la création d'entreprise. Quand j'étais encore au lycée, j'avais créé un site internet pour rassembler des fiches de bac de français et que j'avais revendu en fait. Et je m'en ai pas rendu compte un petit peu comme Monsieur Jourdain. Je faisais de l'entrepreneuriat sans le savoir. Mm-hmm. Mais en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que le laboratoire de recherche nous avait shortlisté tous les deux, Samuel et moi, mon associé, pour le poste qu'ils avaient au laboratoire. Et en venant voir en passant à l'entretien, je lui ai dit, mais la techno, elle est super. Enfin, il y a plein de potentiel, mais je pense pas que des gens comme Airbus, comme le CNES ou des gros industriels veuillent s'amuser à venir assembler des nanoparticules comme ça. Je me dis, il manque un chaînon il y a un chaînon manquant quelque part. Il manque un lien, en fait, voilà, ça, ou un intermédiaire quelque part. Il manque un lien. Je lui ai dit, tiens, il faudrait créer une société avec des gens qui connaissent la nano et qui veulent en faire des produits industriels. Et puis là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un projet sympa. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée de Nanolike. Nanolike. Alors, nano, vous parlez de nanotechnologie, nanocapteur, qu'est-ce que c'est ? Alors, les nanotechnologies, on met beaucoup de choses derrière. Si on reste d'un point de vue sémantique, on va dire, c'est tout ce qui a trait à l'échelle du nanomètre. Donc, c'est 0,000 avec 9 zéros derrière 1 mètre. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu, pour avoir un ordre de grandeur. Mm-hmm. Mais derrière, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des nanoparticules. Alors, ces nanoparticules sont des assemblages de quelques dizaines ou centaines de milliers d'atomes, sous forme de sphères, un petit peu comme des grosses billes, en fait, qu'on vient assembler sur des surfaces, les uns à côté des autres, pour pouvoir utiliser leurs propriétés, parce que ces nanoparticules vont par exemple avoir des propriétés, on en utilise aujourd'hui dans les chaussettes, pour des nanoparticules d'argent qui permettent d'avoir une fonction anti-odeur, de captation des odeurs. Textiles intelligents, oui, par exemple. Les textiles intelligents. On les utilise dans les œuvres d'art pour venir restaurer des œuvres d'art. On en utilise vraiment dans beaucoup de domaines, mais aujourd'hui, c'était limité à des applications où on a besoin de maîtriser une concentration, c'est-à-dire un nombre de nanoparticules. En résumé, on fait, par exemple, la peinture, on met des nanoparticules dedans, et on dit, maintenant, la peinture va mieux adhérer sur l'avion, par exemple. Aujourd'hui, nous, ce qu'on apporte comme vraiment élément différenciateur avec la technologie Nanolike, c'est qu'on est capable de prendre ces nanoparticules, mais en faire des objets physiques et pas chimiques, liquides. Par exemple, on est capable de dessiner un QR code ou la tête de Bart Simpson ou tout autre élément avec des nanoparticules positionnées à des endroits très précis. Ou encore faire des fils de nanoparticules très denses, très collés les unes aux autres, et ces fils-là vont être sensibles à la température, à l'humidité, à la déformation, et donc arriver à en faire des capteurs. Et elle est vraiment là aujourd'hui la rupture technologique, c'est qu'on apporte d'un point de vue industriel l'utilisation sur des dispositifs physiques, mécaniques, électroniques, optiques, l'exploitation des propriétés des nanoparticules, chose qu'aujourd'hui qui n'existe pas sur le marché. C'est une véritable révolution.
On peut dire ça, oui. Et c'est d'ailleurs une révolution qu'on n'a pas inventée nous, parce que comme vous le disiez, avec 54 ans à deux, on n'a pas des années de recherche derrière nous. En revanche, on s'est appuyé sur ce laboratoire, qui est un laboratoire mixte entre l'INSA, le CNRS et l'UPS, qui a travaillé pendant près de 10 ans sur ces technologies-là d'assemblage, parce qu'aujourd'hui, les ruptures technologiques scientifiques arrivent à l'interface entre la chimie et la physique, par exemple. Historiquement, la France, on aime bien... la recherche en chimie, la recherche en physique, et puis si on peut ne pas trop se parler, c'est bien. Et là, l'avantage de ce laboratoire, qui s'appelle le laboratoire de physique et chimie des nano-objets, c'est d'avoir mixé des équipes de physiciens et de chimistes pour travailler vraiment aux interfaces, et c'est là que sortent les innovations. On le voit aujourd'hui, les nano-biotechnologies, on mixe la nano avec la bio. Et c'est là que les grands chantiers d'avenir, les grandes révolutions peuvent se faire. C'est véritablement un secteur très, très porteur. Appelé à se développer ou à exploser dans les années qui viennent? Alors, le marché des nanotechnologies, si on regarde les études de marché faites par les grands cabinets, j'ose même pas citer les chiffres parce qu'on est sur plusieurs centaines de milliards de dollars au niveau du marché global. Et le problème, c'est qu'encore une fois, on englobe tout et n'importe quoi. Je suis pas partisan du fait de dire que les nanotechnologies, c'est un marché. Moi, les nanotechnologies, c'est un outil. Aujourd'hui, nous, on utilise les nanotechnologies dans le domaine, par exemple, des capteurs. Donc notre marché, c'est pas le marché des nanotechnologies, c'est le marché des capteurs. Et le marché des capteurs, c'est 190 milliards de dollars à horizon 2016, avec un marché à croissance à presque 2 chiffres depuis 10 ans. Et plein d'autres marchés sont accessibles. Donc si on prend en compte toutes les potentialités de marché adressables par les nanotechnologies, en effet, c'est colossal. Jean-Jacques, revenons à la création de votre entreprise. Lorsque vous avez décidé de vous lancer tous les deux, donc à la sortie de l'école, vous avez été aidés, vous avez été accompagnés, de quelle façon ? Alors, la première chose qu'on a tout de suite, dont on était certain en sortant de l'école, c'est qu'on ne savait rien ou pas grand-chose et qu'on avait besoin de gens expérimentés pour nous accompagner. Voilà, sur la création, la gestion d'entreprise. Exactement. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le premier élément pour nous, ça a été de nous adosser à des chefs d'entreprise expérimentés qu'on a pu rencontrer, à qui on a tissé des liens, qui nous ont permis de nous accompagner, qu'on a intégré dans notre conseil d'administration, même si ça n'avait pas de sens juridique, juste pour le conseil. On a ensuite rejoint l'incubateur Midi-Pyrénées, qui nous a permis de décrocher des premiers financements, des avances remboursables qu'on rembourse aujourd'hui, et on est content de les rembourser parce qu'on les rembourse parce que ça marche. Aujourd'hui, on est accompagné par la pépinière de Théogone qui est à Ramonville, qui nous permet d'avoir maintenant 200 mètres carrés de locaux pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir nous développer. Et en parallèle de ça, on a surtout aussi, on a fait un petit peu la chasse à la subvention, on va dire, parce qu'en démarrant, quand on sort de l'école, on n'a pas d'expérience, on n'a pas d'argent, à part les dettes qui ont servi à payer les prêts étudiants. Donc les challenges, ça a été pour nous d'aller trouver des financeurs. Trouver des fonds. Et donc très tôt, on a été soutenu par ce qui était à l'époque Oseo, maintenant BPI, qui nous soutient toujours. On a été financé par des fondations privées, comme la fondation Norbert Ségard de Lille, qui nous a attribué 15 000 euros. Alors 15 000 euros au démarrage... Qui a cru en vous, en fait, en votre projet. Et qui sont arrivés sur un positionnement intéressant, c'est-à-dire avant même la création. On n'était pas créé, on avait le projet, on travaillait tous les matins dessus, on ne se payait pas, donc avec 15 000 euros, quand vous ne vous payez pas, mais on en fait des choses, on fait plein de choses. Et derrière, avec 24 000 euros qu'on a eu aussi d'Oseo, c'est pareil, on a pu valider l'étude de marché, et puis là, au bout d'un an, on s'est dit, il y a un vrai marché, la techno est porteuse, les chefs d'entreprise nous ont validé que quand même notre projet il a l'air sérieux, ils y croient. Et ben c'est parti, et donc on a créé en mars 2012 Nanolike. Vous avez foncé. Exactement. Vous travaillez beaucoup? Oui, on travaille beaucoup quand on crée une entreprise, mais je ne sais pas ce qui est de l'ordre du travail et ce qui est de l'ordre du plaisir, c'est difficile à dissocier. Alors faire de l'administratif, c'est plus du travail. Vendre son produit, aller signer un CDI, faire ce genre de choses, c'est pas du travail, c'est un plaisir. Donc oui, il y a quand même une grande quantité de travail, mais finalement, je me verrais pas faire autre chose aujourd'hui. Vous développez avec des entreprises de la région également, vous travaillez en lien étroit avec des PME de la région, en France, mais aussi à l'international? Alors ça, c'était une vocation première, en effet, de Nanolike, c'est de dire... déjà, on a une ambition industrielle, donc de fabriquer, de développer des choses et de le faire en France parce que c'est possible sur des nouvelles technos. Ça nous tenait à cœur. C'est important de le souligner. C'est possible. On pourra peut-être revenir sur pourquoi c'est possible de fabriquer des nanos en France. C'est un sujet intéressant. Mais on voulait s'impliquer surtout dans le développement régional parce que
Ça paraît, c'est cet écosystème régional qui nous a porté au début, qui nous a accompagnés à nous développer. Donc c'est normal aussi que nous, on rende un petit peu l'appareil. Et en même temps, il était important pour nous de partir très rapidement à l'international parce que aujourd'hui, le terrain de jeu, c'est pas Toulouse, c'est pas Midi-Pyrénées, c'est pas la France, c'est le terrain de jeu, c'est le monde. Et dans un marché globalisé, surtout sur les technos sur lesquels on travaille, nos clients sont beaucoup plus aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, par exemple, qu'en France. Donc l'idée, c'est de dire, on ne veut pas créer une start-up en ne fonctionnant que parce qu'on a quelques copains à Toulouse qui veulent bien nous acheter 3 capteurs, mais on veut vraiment faire la preuve qu'on est capable d'aller sur des marchés colossaux et des marchés mondiaux. C'est pour ça que nos premiers clients, je me rappellerai toujours, parce que c'est arrivé le jour de mon anniversaire, c'est le 26 septembre 2012. Vous l'avez noté, 26 septembre, l'anniversaire de Jean-Jacques. Oui, pardon. Et du coup, on a eu ce jour-là 2 premiers clients, qui étaient un en Amérique du Sud, et l'autre qui était un Allemand. Et aujourd'hui, dans nos clients, sur la partie nanocapteurs, on a beaucoup plus de clients en Allemagne qu'en France. Alors justement, on revient sur la fabrication en elle-même des nanos. Pourquoi la France ? Qu'est-ce qu'on a de bien ? Qu'est-ce qu'on a de plus ? Alors, ça c'est le problème des jeunes. Ils sont souvent un peu trop optimistes. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça. Mais en France, ce qu'on a de bien, c'est qu'on a énormément de... Aujourd'hui, la seule chose qu'on nous accorde, c'est qu'on a beaucoup de cerveaux. Et nous, notre objectif, c'est d'utiliser nos cerveaux pour faire de l'industriel. Alors, pas réindustrialiser, parce que ça sous-entendrait qu'on veut recréer une industrie qui existait avant et qui n'est forcément plus pertinente. On ne va pas refaire du textile. Mais pourquoi on peut industrialiser des nanocapteurs et fabriquer des millions de capteurs en France ? Parce que si aujourd'hui on utilise la valeur ajoutée qu'apportent nos nouvelles technologies en proposant à des clients des technos qui sont meilleurs et en se débrouillant pour leur faire réduire leurs coûts, à ce moment-là, on peut permettre de garder nos coûts de fabrication. Je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous prenez une aile d'avion chez Airbus, ils collent des capteurs de contrainte qui vont leur coûter quelques dizaines d'euros. Ils en collent une 100 à 500 sur une aile d'avion. Ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre derrière, d'installation, de mise en œuvre, de désinstallation, etc. Donc un capteur en coût complet, il coûte 10 fois plus cher que l'élément que vous achetez. Nous, on travaille sur des surfaces. On peut travailler sur du réseau de capteurs et arriver sur une feuille A4 à mettre 50 capteurs en une seule fois. Si vous collez 50 capteurs en une seule fois au lieu d'en coller 50, vous divisez par 50, ou même si vous êtes mauvais, que par 25, le coût de la main-d'œuvre derrière. On peut vendre le capteur 10 fois plus cher. Le client va quand même gagner 2 fois et demi son coût de revient en coût complet. Et on essaye de proposer justement, d'avoir un système de proposition de valeur où on apporte un avantage techno, couplé à un avantage économique, qui fait que nous, derrière, on pourra faire nos marges correctes, tout en supportant ces fameux coûts salariaux sur lesquels tout le monde crie, du moment qu'on arrive à utiliser ces nouvelles technos comme potentiel de croissance et de valeur ajoutée chez le client. Comme porte d'entrée, c'est une nouvelle approche, on va y revenir dans un instant. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Bois de Nanolike.